Au-delà de ces modèles de base, existe-t-il d'autres arguments pour ou contre le libre-échange? D'abord, trois bénéfices du libre-échange. Le premier est que l'ouverture des frontières augmente la diversité des produits auxquels ont accès les consommateurs. Un bon exemple de cela est l'industrie automobile. Si les frontières étaient fermées, un consommateur français n'aurait le choix qu'entre une voiture Renault et une Peugeot. Grâce au libre-échange, ils peuvent également acheter des Volkswagen, des Ford et des Toyota. Un deuxième bénéfice du libre-échange est qu'il augmente la concurrence entre les entreprises, ce qui est de nature à faire baisser les prix. À nouveau, l'industrie automobile est un bon exemple de ce phénomène. Cet argument qui est convaincant pour les industries traditionnelles l'est beaucoup moins pour les industries digitales, où on voit que certaines entreprises bénéficient d'un effet de réseau, ce qui permet d'écraser la concurrence. D'ailleurs, des pays comme la Chine qui ont fermé leurs frontières à Google, Facebook ou Amazon n'ont pas forcément fait une mauvaise affaire, même s'il y a des considérations politiques dans ces décisions. Le dernier argument, le dernier bénéfice du libre-échange est l'augmentation de la circulation des idées et des connaissances. D'ailleurs, les pays comme l'Iran ou la Corée du Nord, dont les frontières sont fermées, souffrent d'une productivité particulièrement faible. Et maintenant, trois arguments contre le libre-échange. Le premier est l'argument de l'industrie naissante. Une industrie naissante avec des rendements d'échelle croissants doit pouvoir se protéger de la concurrence étrangère jusqu'à ce que sa productivité soit suffisamment élevée. Cet argument est très important pour les pays en développement. Prenons l'exemple de l'Inde et supposons que ce pays a le potentiel d'avoir une industrie automobile compétitive. En revanche, il n'a pas encore le savoir-faire nécessaire pour pouvoir être compétitif face aux grandes marques occidentales. En ce cas, l'Inde doit pouvoir fermer ses frontières, obliger les consommateurs indiens à acheter des voitures indiennes, qui sont d'un rapport qualité-prix qui n'est pas extraordinaire, mais ça permet à l'industrie automobile en Inde de décoller, à sa productivité d'augmenter, jusqu'à ce que l'industrie indienne soit compétitive, et à ce moment-là, on peut ouvrir les frontières. Autrement dit, l'argument de l'industrie naissante ne justifie qu'une restriction temporaire au libre-échange. Deuxième argument, la protection de l'environnement. Si nous, en Europe, on fait des efforts pour lutter contre le réchauffement climatique, il est évidemment contre-productif d'ouvrir les frontières à des industries polluantes. Il est donc justifié d'avoir des taxes carbone afin d'empêcher les fuites de carbone au travers du libre-échange. Le troisième argument est la difficulté de redistribuer les gains à l'échange. En théorie, les gagnants du libre-échange gagnent plus que les perdants ne perdent, de manière à ce que les gagnants puissent compenser les perdants. Mais en réalité, il est très difficile d'identifier qui sont les gagnants et qui sont les perdants. Si jamais cette redistribution n'est pas possible, alors l'argument tombe à l'eau et le protectionnisme n'est pas nécessairement inefficace. Cet argument a probablement été trop négligé par les économistes au cours des dernières années. Un dernier point est le compromis fondamental qu'il existe entre libre-échange et souveraineté nationale. Il faut savoir qu'il existe deux types de barrières douanières. D'abord, les barrières tarifaires. Il s'agit essentiellement des taxes sur les importations. Mais un deuxième type de barrières douanières sont les barrières non tarifaires ou les barrières réglementaires. Il s'agit de mettre des normes très strictes sur les produits qui sont vendus dans l'économie nationale, de manière à privilégier les producteurs domestiques. Ainsi, les traités de libre-échange prévoient de nombreuses dispositions afin d'harmoniser les normes entre les différents partenaires commerciaux. La photo du traité de libre-échange entre l'Union européenne et Singapour vaudra mieux qu'un long discours. Certaines normes sont relativement consensuelles, comme la toxicité des plastiques qui sont utilisés dans les jouets. En revanche, d'autres relèvent de vrais choix de société. Par exemple, les Européens font le choix d'une agriculture qui est plus respectueuse de l'environnement, avec moins d'antibiotiques, moins d'hormones et moins d'organismes génétiquement modifiés. Dans ces circonstances, un traité de libre-échange peut être de nature à réduire la souveraineté nationale dont dispose un pays. Pour finir, que pouvons-nous dire de la balance commerciale? Jusqu'à présent, nous n'avons vu que des modèles statiques du commerce international, si bien que la seule manière de financer les importations était d'exporter. Pour étudier les surplus et les déficits de la balance commerciale, il faut un modèle dynamique du commerce international. C'est l'objet de la macroéconomie internationale. Ceci étant, même dans un contexte dynamique, les enseignements de l'approche statique ne sont pas fondamentalement modifiés, car la seule manière de financer les importations reste d'exporter aujourd'hui ou demain ou après-demain. Dans un modèle dynamique, à long terme, la balance commerciale doit nécessairement être équilibrée,
les surplus d'un jour sont forcément compensés par les déficits du lendemain.